Bonjour, donc je suis Olivier Pepe, ancien président de l'association Saint-Didier Commune Rurale Nature et Patrimoine. Et donc voilà, je suis le réalisateur du film qui a été présenté aujourd'hui et à l'origine un des concepteurs de l'exposition qui est présentée aujourd'hui au public. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est le 80e anniversaire, racontez-moi. Donc aujourd'hui, c'est le 80e anniversaire du massacre d'Ille-de-Roussy. Le 16 juin 1944, 30 fusillés, 30 personnes internées à Montluc, à la prison de Montluc à Lyon, ont été amenées à Saint-Dié-de-Formans pour y être fusillés. Il y a eu 2 rescapés qui ont permis effectivement d'avoir un récit très précis de ces événements. Et donc là, dans le détail. Et donc aujourd'hui, pour cette commémoration, il va y avoir d'ici très peu de temps, en fin d'après-midi, une cérémonie au monument de Roussy. Et tout au long de la journée, il y a eu une exposition qui a été présentée avec des panneaux explicatifs qui détaillent les événements et le contexte de l'époque, et la présentation d'un film qui avait été réalisé pour les 70 ans, avec les témoignages, avec là aussi le récit des événements, mais aussi des témoignages de personnes ayant vécu ces événements à l'époque, en 1944. Donc nous sommes en présence des familles, qui sont les arrière-petits-enfants maintenant. Voilà, et donc sont invités chaque année les familles de ces fusillés. Je vais laisser la parole à Marie-Thérèse pour en parler. Donc Marie-Thérèse Land, actuellement présidente de l'association Saint-Didier Commune Rurale Nature et Patrimoine. Et c'est vrai qu'on a l'habitude depuis de longues années d'accueillir les familles des fusillés, comme on le fait aujourd'hui, ce qui se distingue de la commémoration qui est organisée par Monsieur le maire à 19h. Donc là, on a le plaisir d'accueillir actuellement les familles de fusillés. Donc il y a encore des frères de fusillés, il y a des enfants, des fils, il y a les petits-enfants, et des arrière-petits-enfants qui viennent. Là, on en a 2 qui se sont excusés aujourd'hui, des arrière-petits-enfants, mais enfin, ils envoient des mots, ils sont présents avec nous et voilà, quoi. Et alors, on les accueille l'après-midi, généralement vers 16-17 heures, et après, on va tous ensemble à la commémoration au monument de Roussy. Et c'est un moment qui est très plein d'émotions. On a encore des familles qui viennent chargées d'émotions nous raconter ce qui s'est passé. Et cette année, pour le 80e anniversaire, on a 2 familles qui nous apportent des documents qui leur appartiennent. Des nouveaux documents que vous n'aviez pas? Des documents qu'on n'avait pas. Donc, j'ai confié à Olivier. On va m'en redonner d'autres, Olivier. T'inquiète pas, t'as encore du pain sur la planche. Voilà. Et on va encore découvrir. Et là, pour ce 80e anniversaire, on a fait le bouquin, mais qui va bien au-delà d'un récit, parce qu'on tient vraiment à parler des faits réels. Et personnellement, moi, je suis aussi la petite fille de Madame Vignat qui a accueilli un des fusillés, Daniel Crespo. Et Daniel, j'ai eu le fils Crespo de Jean-Baptiste, j'ai eu l'honneur de faire sa connaissance il y a 10 ans, quand on a tourné le film. Qu'est-ce que vous savez, vous, comment cette histoire est arrivée jusqu'à vous? J'étais la petite fille de ma grand-mère, comme il se doit, n'est-ce pas? Et toutes les années, elle avait l'habitude de recevoir les familles de fusillés déjà le 16 juin. Donc j'ai eu l'occasion de connaître toute petite Charles Perrin qui venait nous raconter les faits. Enfin, on l'écoutait, mais avec étonnement et puis c'était un repas, c'était un moment convivial. Puis petit à petit, ça s'est pas fait. Mais je suis contente de savoir que ASDCR avait repris cette initiative en recevant les familles. Il y a une continuité. Puis j'en suis la présidente, donc pour moi, c'est encore une double continuité. Et vous transmettez à vos descendants? Ah ben bien sûr, je leur ai dit de venir voir le film là, et ils ont été enchantés de le voir, tout ça. Et je leur ai offert le livre. Ils sentent à quel point ça les concerne? J'ai pas eu le temps de bien en discuter, mais ils ont connu ma tante, Francine Bugy, qui témoignait. Donc maintenant, ils savent de quoi c'est lié. Puis ma petite fille, la dernière, me demandait qui était Madame Vignat, la mamie Vignat. Alors, je lui disais, c'est ma grand-mère. Voilà. Donc c'est l'occasion vraiment de leur montrer ce qu'était la famille. Voilà. Qui a osé, mais c'est vrai que ma grand-mère, quand elle en parlait, elle disait toujours, mais quand on a vu arriver Daniel Crespo, on se demandait ce qu'on allait faire de son corps, parce qu'il devait décéder dans la nuit, quoi. Et leur angoisse, c'était de savoir ce qu'il fallait faire du corps. Et finalement, il a survécu, grâce à leurs bons soins.
ma grand-mère et ma tante, qui avaient une vingtaine d'années. Et là, après, elles sont allées chercher le docteur Desbeaux, qui n'était pas leur médecin traitant. Ils n'ont pas osé demander le docteur Clavès parce qu'ils ne savaient pas que c'était lui-même un résistant. Et c'est au moment de la reconstruction de ce film, quand on a fait le film avec ma tante, que j'ai eu l'histoire. Et le docteur Desbeaux, quand même, je le félicite parce qu'il n'était pas spécialement de la résistance apparemment, mais il est quand même venu à pied à Saint-Didier pour soigner Jean-Baptiste Crespo. Il est reparti à pied, tout ça, en disant que c'était la dernière fois qu'il le voyait quand même, parce qu'il prenait trop de risques et il en faisait prendre à mes grands-parents aussi. Et voilà. Donc c'était vraiment des témoignages C'était difficile pour eux d'en parler assez difficiles, parce que au moment, quand il y avait Charles Perrin, on en parlait facilement. Puis nous, on était petits, on était un peu gamins, tout ça, donc on s'en occupait pas trop encore de cette histoire-là. C'est plus tard que vous avez compris C'est l'impact. plus tard qu'on comprend le sens de tout ça, oui. Bon. Voilà. Merci. Alors j'espère le transmettre plutôt à mes petits-enfants. D'ailleurs, vous, comment vous êtes arrivé à réaliser ce film? Vous voulez me parler un petit peu de ça? Parce que ça devait être une sacrée aventure aussi. Tout à fait. En fait, je suis passionné de cinéma. J'ai eu travaillé avec l'association qui travaille avec le cinéma à la Passerelle à Trévoux. Et voilà, donc on avait le souhait de pouvoir faire une vidéo qui soit d'une qualité suffisante pour pouvoir être diffusée de manière régulière. Donc voilà, donc j'ai travaillé avec Audrey Guillermo, qui travaille sur le secteur et qui est une professionnelle du cinéma. Et à nous deux, donc nous avons fait la partie scénario, réalisation, surtout le montage pour elle, bien entendu. Voilà. Et de manière à faire un document qui, effectivement, 10 ans après, est encore regardé avec plaisir par tous les spectateurs. Vous avez mis combien de temps à faire ce film? Je suis à peu près. On a travaillé, alors, au niveau du tournage, il y a eu, on va dire, 3-4 demi-journées. Et puis au niveau de la conception, beaucoup plus de temps. Et au niveau du montage, voilà, quelques journées. Mais voilà, et c'est une expérience très enrichissante parce qu'effectivement, ça permet à la fois de voir de l'intérieur, quand on est passionné de cinéma, la façon dont ça peut se passer, mais surtout les 4 personnes qui témoignent dans ce film, qui ont témoigné il y a 10 ans, ne sont plus parmi nous de nos jours. D'accord. Et ça permet effectivement de sauver une parole, et une parole qui est très spontanée, qui est accessible grâce à cette spontanéité, quoi. Et par rapport à votre histoire, c'était quand même mettre votre pierre à l'édifice, hein? C'était oui, non, mais tout à fait, c'était j'ai toujours aimé un petit peu ce genre de défi, mais voilà, j'avais participé à la constitution de l'exposition sur la commémoration précédente qui est présentée ici. Et voilà, et donc on avait effectivement le souhait de pouvoir enrichir ça d'un document vidéo. C'est justement en faisant cette exposition qu'on a eu l'idée de retrouver les personnes vivantes, puisqu'il y avait ma tante, donc ça a été facile de lui demander. Elle a été partie prenante, et après on a demandé à Georges Gauthier. Et Georges Gauthier, connaissant la famille Mauvais, ça s'est fait comme ça, petit à petit. Et c'est pour ça que le film et l'exposition sont sortis en même temps, il y a 10 ans. Très bien. Voilà. Alors tout a commencé à la prison de Montluc. La prison de Montluc, c'est une prison qui est récente, en 1943-44. Elle est construite en 1921, c'est une prison militaire. Et à l'origine, pour des questions budgétaires, il y a des allers-retours entre le civil et les militaires. La prison est remise à la déclaration de guerre, elle est fermée. Elle est remise en fonction, à cause de la déclaration de la guerre, enfin dans les prémices de la déclaration de la guerre, avec la montée des périls. Elle est prison de Vichy, où pendant la période de Vichy, c'est-à-dire entre la signature de l'armistice et l'invasion de la zone sud, le 11 novembre 1942, elle renferme essentiellement entre guillemets des gaullistes, c'est-à-dire c'est un terme choisi par le gouvernement de Vichy pour identifier tous les résistants, et des communistes. Alors en fin 1942, il y a un Hauptsturmführer, un lieutenant, c'est Barbie, qui vient à plusieurs reprises faire du repérage à Montluc. Après, le major Hoffpasch signale à l'intendance militaire que le site sera réquisitionné définitivement à partir du 17 février 1943. Donc dès le 17 février 1943, dans les jours précédents, toutes les détenus du régime de Vichy ont été transférés en différents lieux, selon la gravité de leur peine. Et à partir donc de mi-février 1943, ce sont une dizaine de milliers d'internés qui vont être entassés à Montluc pour 3 motifs essentiels. Alors par ordre alphabétique, parce que juifs, parce que raflés, parce que résistants.
parce que juif, parce que coupable d'être né juif, parce que raflé pour avoir été coupable d'être à le mauvais jour, à la mauvaise heure, au mauvais endroit. Ici dans l'Ain, beaucoup de départements ont souffert de rafles, particulièrement le Jura et le département de l'Ain, le Bugey et le Val-Romay. Et enfin un résistant, parce que coupable d'avoir dénoncé les nazismes. Et participer à des opérations. Alors, donc, Montluc, c'est un entassement. La prison est à peu près 180 personnes. Quelquefois, il y a 600, 700, 800 personnes en même temps. Donc, voilà. Arrive le débarquement du 6 juin. Donc, la défaite était déjà inscrite. Mais à ce moment-là, les Allemands s'énervent. Ils savent qu'ils doivent se replier. Ils veulent terroriser les populations. Donc, à partir de ce moment-là, commence une vague de massacres. Donc le premier a lieu le 12 juin, il y a Neuville-sur-Saône et Dagneux. Neuville-sur-Saône dans le Rhône et Dagneux dans l'Ain, vers Montluel. Et puis après arrive le 13 juin, Villeneuve, qui est à quelques kilomètres d'ici. J'ai une histoire familiale avec Sainte-Euphémie, c'est qu'en fait, le 13 juin, les tueurs se sont trouvés à Sainte-Euphémie, du moins je crois que c'est peut-être Franc, là-bas à la hauteur de la tour de Sainte-Euphémie. Et il y a eu un avion qui est passé, le camion s'est arrêté. Les Allemands, pas très courageux, ont sauté Alors mon témoin dit que c'est les maïs, mais les maïs au mois de juin, ils sont quand même pas très hauts. Donc c'était nécessairement pas le maïs. Enfin, il avait 14-15 ans à l'époque, il était commis de ferme. Et donc, quand l'avion est passé, les Allemands sont repartis brutalement en laissant un jeu et un vieux. Un vieux qui doit avoir 50 ans et un jeune qui va avoir une vingtaine d'années. À ce moment-là, le maquis local s'est emparé de ces deux Allemands et les ont emmenés dans la ferme du Boujard et les ont tirés dans la cour sommairement. Et ils ont enterré chez mes grands-parents. Donc, voilà. Donc, ma grand-mère mettait des croix en estimant que ce n'étaient pas des chiens, quoi qu'ils aient fait. Alors, voilà. Après, donc, il y a le 16 juin, et puis il y aura le point d'orgue. Malheureusement, ce sera Bron. Bon, c'est le 16, 17, 21 août. Alors, c'est 109 personnes en tout. Et surtout, Saint-Gilles-Laval, 4 jours avant la libération de Montluc, 120 personnes, on pense, parce que les corps s'étaient calcinés. Donc, c'est une estimation. Donc en fait, l'événement d'aujourd'hui, c'est un petit pourcentage de tout ce qui s'est passé, mais c'est quand même représentatif. Voilà, mais c'est aussi épouvantable. Je crois qu'il y en a 30 ou qu'il y en a 120, ce qui est toujours un petit peu agaçant. Et c'est vrai que d'ailleurs, le massacre de Villeneuve est un petit peu passé sous silence. C'est un petit peu injuste, à mon avis. Alors évidemment, il y a un poète, René Lénaud, ici un historien, Marc Bloch, mais moi je trouve que c'est pas très bien quand les services de l'État mettent en exergue un seul visage. Il y a peut-être l'ordre de la Libération, mais dans la mémoire, il n'y a qu'un seul ordre hiérarchique, c'est le prénom, le nom alphabétique. C'est la seule hiérarchie à mon goût. Et il n'y a pas de petits et grands résistants. Je crois que ce qu'on appelle les petits, on n'appelle jamais les petits, mais on dit les grands. Donc pas. Les moins connus, A contrario, si on dit les petits, si on dit les grands, c'est qu'il y a les petits. Mais je rappellerai quand même que les petits, entre guillemets, c'est ceux qui portaient les valises, des machines à écrire, c'était pas des portables, c'était pas des. Donc ceux qui ont plus pris de risque, c'est ceux qui portaient les courriers, ceux qui transportaient les machines à écrire qui étaient énormes. Ça passait pas inaperçu dans les transports en commun. C'est ceux qui ont payé le prix le plus lourd. Période. Vous êtes les plus nombreux, ces gens-là. Ouais. Vous voulez parler de certaines personnes en particulier, justement, c'est l'occasion? Non, je trouve qu'ici c'est bien, parce qu'ici il y a ceux qui croyaient, ceux qui n'y croyaient pas. Il y a tout l'état-major communiste qui a été arrêté à Caluire-et-Cuire le 15 mai. Il y a des agents de l'armée secrète, il y a un agent du service... du réseau Buckmaster, le SOE. Donc voilà, je crois qu'il y a un peu un échantillon de ce qu'était la résistance. Et il y a plutôt ici à Saint-Dié-de-Formans, c'est plutôt résistant. D'autres massacres, c'est moitié résistant. Il y a pas loin d'ici, il y a Châtillon-d'Azergues, il y a 52 massacrés le 19 juillet, mais il y a une bonne moitié, si ce n'est pas les 2 tiers de victimes juives. Donc ici, il y a 30 martyrs, donc 2 rescapés, mais ils étaient pratiquement tous, il y a 3-4 qui n'étaient pas résistants, mais la plupart sont résistants. Et dans des domaines tout à fait différents. Mais bon, les FFI avaient été créés au printemps 1944, donc c'était quand même l'union.
Peut-être vous pouvez nous parler de ce que vous avez vécu au plus proche de cette période quand vous avez été enfant. Mes souvenirs d'enfance, c'est que la maison de famille était à Sainte-Euphémie et qu'il y avait ce qu'on appelait une piscine à Trévoux qui était gratuite et qui était à bassin. Et à vélo, je pédalais entre Sainte-Euphémie et Trévoux pour aller me baigner. Et je me souviens très bien de ce monument et que je m'étais interrogé sur le pourquoi de comment de cette pierre qui était quand même importante dans cette campagne où à l'époque c'était un peu au milieu de nulle part. Mais donc ça remonte dans le début des années 60, donc c'est un peu vieux. Et les adultes vous en parlez ou pas d'ailleurs? Parce qu'il y a toujours un peu cette manière de ne pas en parler. Si, parce que dans ma famille, il y avait eu des personnes massacrées aussi, donc déportées. Donc, et justement, ils en parlaient ou pas du tout? Chez nous, on en parlait, mais c'était une exigence, c'était pas du tout une fierté, c'était une exigence morale. Oui, c'est intéressant. C'était pas du tout. J'ai une tante qui a été massacrée à Saint-Général, qui était la secrétaire d'état-major, mais qui en plus avait un parcours à l'Union féminicide et sociale, qui était pour la reconnaissance des droits des femmes avant-guerre. Mais c'était pris comme une exigence morale, mais pas du tout. J'ai jamais entendu de superlatif ni de. Non, pas nécessairement dans ce sens-là, mais. Oui, non, mais c'est intéressant de savoir comment vous. C'était surtout de dire qu'il fallait servir toutes les mémoires. Qu'il n'y avait pas qu'une mémoire, qu'il n'y avait pas que la mémoire familiale. Oui. Je trouve que c'est dommage. On a une responsabilité quand on a des victimes dans sa famille, c'est de faire émerger toutes les victimes et pas seulement la sienne. Le 80e anniversaire, ça a une résonance particulière aujourd'hui? Pour moi, c'est important en sens que je crois que c'est un des derniers anniversaires où on a encore des témoins, des membres des familles qui ont connu. Ici, aujourd'hui, vous aurez Raymond de Grard qui avait 11 ans, Rose Giroux César qui avait 14 ans, Albert César qui avait 11 ans et Daniel Bloch qui avait il est de 18 ans. Donc c'est les derniers qui peuvent, ils ne raconteront pas des faits et gestes de la résistance, mais ils peuvent encore parler des faits et gestes au quotidien, des martyrs, et je trouve que c'est important. Et quelquefois je suis choqué dans les commémorations parce que on ne cite même pas les familles, ou on les cite rapidement. Alors, je trouve que c'est les premières, même avant les élus, qu'on devrait citer. Donc voilà, en plus, je pense que quand même, ça a été une brisure terrible dans une vie. Ceux qui sont ici, et vous le diront, c'est une blessure qui ne cicatrisera jamais. Quand Montluc est libéré le 24 août 1944, il y a encore des longs mois avant le printemps 1945, et c'est la plupart des déportés de Montluc sont morts dans la période fin 1944, début 1945. C'est la période la plus mortifère de la déportation. Donc, voilà, donc l'association, son but, c'est pas de. Moi, je suis pas trop dans les commémorations. Je trouve que c'est bien démarqué, mais je suis dans la recherche parce que il n'y a pas d'archives à Montluc. Les Allemands n'ont rien délaissé comme archives. Ils ont tout emporté. Alors, est-ce que ça a été brûlé? Est-ce que ça, dans une sous-préfecture ou en Europe de l'Est, ça m'étonnerait qu'on en retrouve encore. Donc, il n'y a aucune archive et il faut aller à la pêche depuis des années. Donc depuis 1998, je me suis surtout centré sur Montluc et actuellement, il y a 9400 dossiers individuels aux archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon qui sont situés à 500 mètres de Montluc. Et il y a à peu près 2800 portraits sur 10 000. Effectivement, vous le disiez, il n'y a pas que les commémorations dans ce que vous faites avec l'association. Le travail à l'année, ça se passe comment? Sur les publications. Là, je viens de sortir. Il y a 10 départements qui sont concernés par Montluc, donc j'ai essayé de commencer une grande fresque. Le 18 juin, je présente à Cluny, de la Saône-et-Loire à Montluc, geôle lyonnaise de la Gestapo. Et après, il y a les 10 départements, dont l'un, qui sont à faire, les Savoie, l'Isère, le Jura, l'Ardèche. Et l'association représente combien de personnes actives? Actuellement, un peu moins de 300. Alors, ils étaient soi-disant 4000 à Libération, ce que je veux bien croire, mais ça a vite fondu parce que c'est même actuellement, les gens ils viennent, mais d'abord il y a beaucoup d'ayants droit et peu d'ayants cause. Donc les gens aiment bien venir se servir, donc on se fait même attraper quand il n'y a pas suffisamment, parce qu'ils estiment, mais comme je leur dis, je ne suis pas les services de l'État. Donc on fait ce qu'on a, et souvent, voilà, donc ils adhèrent une année, et puis quand ils ont eu tout ce qu'ils voulaient, ils disparaissent. Oui, c'est pas... C'est ça qui est un petit peu décevant, c'est que on parle de valeurs, de choses, mais si on en reste qu'à la commémoration, je crois qu'on a une exigence, c'est de rendre hommage à tous, et que chacun doit avoir un dossier aussi complet. Et comme je leur dis souvent, ces dossiers, c'est les cercueils. On cherche plus des gens qui auraient envie de
de faire perdurer la mémoire de manière générale. C'est qu'une mémoire doit être active. Collective. Un dossier, c'est pas un dossier fini. Un dossier, il doit évoluer en permanence. Maintenant, avec Internet, si on se donne de la peine, on peut trouver des foules de choses. Il suffit de s'y consacrer. Quand il y a 10 000, c'est un petit peu difficile. Mais voilà. Mais maintenant aussi, grâce à Internet, il y a beaucoup de gens qui rentrent en contact directement. Ce qui fait que c'est quand même, c'est des bons aspects des réseaux sociaux. C'est qu'actuellement, on arrive à retrouver. Arrière-petit-fils d'Hector Isabella, résistant fusillé à Roussy le 16 juin 1944, résistant FTP qui venait de Haute-Savoie, où il était militant communiste, plâtrier peintre, etc. Et où il a ensuite il est venu ici, à Lyon, parce que ses fonctions effectivement ont évolué au sein de l'appareil FTP. Et voilà, il a été dénoncé par un traître qui avait intégré l'organisation communiste et donc fusillé après avoir été torturé à Montluc. D'accord. Et comment cette histoire est arrivée jusqu'à vous? Et j'avais envie de vous poser la question par rapport à la manière dont c'est arrivé à votre père, par exemple. Comment ça se transmet de génération en génération? Alors je pense que la transmission est vraiment très différente entre celle qu'il y a pu avoir entre mon grand-père et mon père et moi, au sens où mon grand-père, comme je pense les personnes de sa génération, ont été très... ont beaucoup intériorisé cette période et n'ont pas transmis. Il y a une forme de tabou en fait sur cette période qui était très douloureuse. Il a perdu son père quand il avait 8 ans et je pense que ça l'a beaucoup affecté sur un plan personnel. Il l'a vécu très mal et ça a ensuite infusé toute sa vie puisque c'est quelqu'un de très réservé, un peu grognon, etc. Même s'il a un grand cœur. Je pense que ça a eu un impact important. Mon père... À moi, ça a été tout à fait différent puisqu'effectivement, les années ayant passé, c'était beaucoup plus fluide, la transmission. Et quand j'étais plus jeune, j'allais au cimetière de Thonon-les-Bains avec mes parents sur la tombe d'Hector Isabella. Alors effectivement, j'étais plus jeune, donc ce petit bouquet tricolore bleu-blanc-rouge avec Hector Isabella fusillé par les Allemands en 16 juin 1944, ça m'a toujours interpellé. Donc ça, c'est des images fortes que j'ai et que je retiens de mon enfance avec Hector Isabella. Et puis après, c'est vrai que j'ai toujours été intéressé par la généalogie et l'histoire de manière générale. Donc c'était une pièce du puzzle importante pour l'histoire de ma famille. Ça vous a donné envie d'en savoir plus sur cette histoire et plus largement sur l'histoire en général? Alors oui, après c'est vrai que je suis resté très focalisé sur le territoire chablaisien, donc qui correspond grosso modo à la partie qui borde le lac Léman en Haute-Savoie. Et à toute la résistance communiste du coin. Donc c'est quand même très précis, mais j'ai élargi mes recherches sur l'ensemble de ce territoire et sur l'ensemble du mouvement communiste, parce qu'effectivement, il s'implantait vraiment dans ce mouvement-là. Et donc, très intéressant. Après, sur l'histoire de manière générale, non, parce que moi, je suis vraiment dans une démarche de filiation. D'ailleurs, ça sera l'objet de mon discours plus tard. Vraiment de transmettre à la jeunesse, parce que c'est ce qui nous fait perdurer, en fait, dans l'histoire et ce qui nous rend un peu immortels, parce que nous, on passe... qui que nous soyons, mais nos idées, nos valeurs et ce qu'on transmet, nos souvenirs, ça perdure. Vous êtes bientôt papa? Vous êtes au courant? Ça s'est vu? Ah, j'ignorais. Du coup, vous y pensez déjà à la transmission? Tout à fait. C'est déjà intégré dans votre... c'est tout à fait l'objet de mon discours. D'accord, très bien. En tout cas, de la conclusion. Moi, je me demande un peu ce que vos recherches vous ont fait comprendre. Après, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des zones d'ombre qui sont quand même considérables dans l'histoire et on ne s'en rend pas forcément compte sur des détails très précis qui, en fait, occupent à mon sens, une place fondamentale dans l'histoire. Je vous parlais tout à l'heure du traître qui avait intégré le réseau communiste. En fait, c'est une affaire considérable qui s'appelle l'affaire Iltis, qui a été étouffée après la Seconde Guerre mondiale et qui a fait l'objet de très peu d'études de la part des historiens, alors que c'est un dossier considérable qui va de l'école communiste de Staline au réseau communiste clandestin de l'Alsace-Lorraine, en passant par tout un tas de choses. Et en fait, je me permets de m'étaler un peu, mais pour montrer à quel point ça peut être complexe l'histoire, et juste un point de détail peut être particulièrement complexe et intéressant et mériterait d'être creusé, mais ça, l'histoire, c'est un puits sans fond. En fait, c'était un agent triple, c'est-à-dire que c'était un communiste qui avait intégré la Gestapo, donc il avait infiltré la Gestapo, et au nom de la Gestapo, il était espion pour la Gestapo et avait infiltré les communistes. Donc en fait, si vous voulez, il y a deux échelons. Et ça, c'est relativement complexe, mais très intéressant. Et l'hypothèse qui maintenant fait consensus au sein de la communauté des historiens, c'est qu'en fait, c'était un communiste de Russie qui était contre les communistes de France. Parce que les communistes de France allaient faire tomber effectivement l'armée allemande avant que ce soit l'armée rouge qui libère la France. Donc il y avait des conflits géopolitiques extrêmement
c'est très large, c'est très complexe. En fait, on n'a pas toute cette finesse si on ne se penche pas sur l'histoire, et c'est pourtant très intéressant, et ça montre aussi pourquoi il faut chercher, pourquoi il faut transmettre, parce qu'il y a tout un tas de choses qu'on doit creuser, qu'on doit savoir pour rendre justice en fait à nos ancêtres. Et donc ça dépasse largement le territoire dont vous parliez. Pardon ? Ça dépasse largement le territoire dont vous parliez. Ah là oui, pour le coup. Mais voilà, juste sur un point très précis, parce qu'effectivement, si on s'intéresse à tout, on ne peut pas être dans le détail à chaque fois. C'est pour ça que je pense que c'est bien d'avoir un point très précis sur lequel on porte son intérêt. Ça vous a apporté un réseau de personnes aussi à questionner les gens les uns les autres? Oui, alors tout à fait, un réseau d'historiens essentiellement, d'historiens ou alors de personnes qui sont spécialisées dans les recherches universitaires. Ce qui est assez drôle, et ça c'est la vie qui est faite de coïncidences, mais donc quand j'ai fait 6 ans d'études à Lyon, donc 2 ans de classe préparatoire, j'ai loué un appartement à Lyon, je venais de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie, et l'appartement que j'ai loué, sur toute l'agglomération lyonnaise, j'ai cherché et je me suis trouvé un appartement à 1 mètre, c'était la porte d'à côté, du 1 Grande Rue de Saint-Clair, où tout l'état-major interrégional des FTP dont faisait partie mon arrière-grand-père s'est fait arrêter le 15 mai 44. Donc déjà, ça c'est absolument incroyable. Ensuite, j'ai fini mes études en double diplôme à Sciences Po, et j'ai appris là-bas que en fait, c'était auparavant le siège de la Gestapo, et que mon grand-père avait tenté de s'en échapper le 27 mai 44. Donc il y a plein de clins d'œil comme ça. Donc, ah oui, c'est très spécial effectivement. Wow. Donc en fait, on se rend compte que l'histoire, elle existe. Il faut pas se détourner du passé parce que c'est ce qui nous guide vers l'avenir. Donc effectivement, il y a des petits rappels comme ça qui sont très touchants, et effectivement, je pense qu'il faut les écouter. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Le 80e anniversaire, ça a une résonance particulière pour vous ? Ah ben oui, 80. Quand même, parce que je suis encore là, donc avec mes 98 ans, et c'était temps qu'on fasse quelque chose de spécial pour le 80e anniversaire du débarquement. Parce que moi, j'ai fait le 40e anniversaire du débarquement avec mes vétérans canadiens. D'accord. 2 autobus sur les plages de Normandie, de Bad Beach, et Juno Beach et tout ça. Parce qu'il y avait les Canadiens très importants au débarquement. Et c'est moi qui suis, depuis que je suis à Montréal, quand j'habitais Montréal, j'étais secrétaire général de la Fédération des combattants volontaires alliés Canada. Et c'est comme ça que cette fédération a été rattachée à la Fédération des combattants volontaires français sous la présidence de Raymond Triboulet, l'ancien ministre des anciens combattants. Et c'était un jumelage qui avait. Donc c'est lui qui a tout organisé pour nous, pour visiter, faire le voyage qu'on a fait pour visiter malheureusement la plupart des cimetières canadiens, Angleterre, Belgique, Hollande. D'accord. Et France, bien sûr. On va parler de transmission. Vous avez rencontré les jeunes du collège ? Oui, j'ai rencontré les jeunes du collège. Ils ont fait un travail magnifique de recherche, des choses extrêmement peu de journalistes, malheureusement, on en a parlé. Mais eux ont fait retrouver, ils ont fait un travail extraordinaire. Et bon, ils m'ont posé des questions. J'ai répondu dans la mesure du possible, le mieux possible. Comme j'avais pas beaucoup de temps, il fallait que je fasse un résumé assez long, parce que comme ils connaissaient très bien Marc Bloch, c'était très important pour moi, et ça m'a fait un grand plaisir de pouvoir comme ça expliquer ce qu'était la vie à cette époque-là, dans la résistance et dans la vie tout court. Donc là, on est dans la transmission, ça a une importance capitale ? Ah oui, pour moi, je pense que c'est très important. Malheureusement, je pense que en France, il y a trop peu de gens qui savent ce qu'était l'histoire, et surtout l'histoire de cette époque. Ça me fait beaucoup de peine de voir que l'inculture des journalistes, pardon, je m'excuse, et que j'entends à la télévision sont vraiment
ne savent absolument rien ou disent beaucoup de bêtises sur cette époque-là. La résistance et même le débarquement. Vous aurez envie de tordre le cou à quel type d'idées reçues? Je vais vous raconter une petite anecdote. Madame Marion Maréchal Le Pen, l'année dernière, s'est permis, pour faire sa propagande électorale, de citer mon père, de citer des passages de l'étrange défaite. Quand j'ai su ça, j'ai dit absolument, j'ai dit qu'elle s'arrête immédiatement, je refuse qu'elle continue à parler de Marc Bloch. Presque en plus de ça, elle disait presque cela, que mon père n'était pas européen. Alors s'il y a une personne qui était européen, c'était bien mon père. C'était un scandale pour moi, et j'ai dit, si vous arrêtez pas une seconde de profiter des citations de l'étrange défaite et de parler de mon père, je vous fais un procès. Et elle s'est arrêtée. Mais c'est quand même incroyable. Que les journalistes, que les éditorialistes, que les politiciens. D'ailleurs, depuis presque toutes les semaines, dans le journal Le Point, on cite Marc Bloch. Différemment, ça peut être un politicien, ça peut être un un journaliste, ça peut être une autre personne et tout. Mais il y a presque toujours quelque chose sur une citation de l'étrange défaite, ou de citer Marc Bloch, historien. D'accord, tout le monde cherche à tirer ça vers soi, vers ses convictions. Exactement. Erronées, ouais. Et ça justifierait. Je suis d'accord avec ça, surtout les jeunes. Mais je ne suis pas d'accord à certaines personnes dont je vous ai déjà prononcé le nom. Parce que je trouve ça incroyable. Mais il faut d'autres personnes que vous pour combattre ça, justement. Parce que je suis le dernier de la famille. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui seraient à même... Ah si, il y a eu des historiens qui se sont révoltés. D'ailleurs, grâce à ces historiens qui m'ont écrit que j'ai su ce qui se passait, puisque j'habite l'Espagne, et donc je sais pas, comme c'était pas la télévision, c'était écrit, donc c'était dans un discours, donc je ne pouvais pas le savoir, mais les historiens sont les plus importants, pas uniquement français, aussi du Mexique, de l'Angleterre, ont été scandalisés de voir qu'ils utilisaient le nom de Marc Bloch pour faire la petite propagande. Les historiens restent pour vous les gardiens de la vérité la plus proche de ce qui s'est réellement passé? Les historiens, pour vous, restent les gardiens de l'histoire? Oui, en général, c'est eux qui ont écrit plusieurs fois, qui ont écrit pour que les cendres de mon père soient au Panthéon. Monsieur le maire a été influenceur personnellement, il a aidé au congrès des maires qui a eu lieu, je ne sais plus la date, là, récemment. Oui, très récemment. Il était un des seuls maires qui a été reçu à l'Élysée et avec qui il a parlé immédiatement de Saint-Didier de Forbans, bien sûr, et en même temps de mon père, en disant qu'il fallait absolument que les cendres de mon père soient au Panthéon. Très bien. Merci. Parce que quand Mitterrand était là, quand Jean-Marc Ayrault était Premier ministre, il a choisi Jean Zay. D'accord. Et Jean Zay n'a presque rien fait. Malheureusement, il n'était pas au bon endroit au moment de la résidence et il a été tué par les miliciens. Mais comparé à mon père, j'étais très choqué. Et je lui ai dit oui, c'est parce qu'il était socialiste. Et c'est pour ça que je pense que
Il a compris, mais c'était trop tard. Et ça m'a beaucoup choqué. Et surtout choqué énormément d'historiens. Parce que Jean Zay, au point de vue de la résistance, c'est zéro. Mais il était socialiste. Très bien. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci aussi à vous.